dal leen ak jàmm seen groupe média production seen Weekend World information à temps réel ñu ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche de notification. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués de l'État, Sénégalaises et Sénégalais, chers compatriotes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, c'est avec un profond sens du devoir et une vision claire pour l'avenir que je me présente aujourd'hui devant cette auguste Assemblée. À cet effet, je prends la parole humble face à l'immensité de la tâche à accomplir. À travers votre institution, je partage avec les 18 millions de Sénégalaises et Sénégalais vivant dans les villes, dans les campagnes et de la diaspora, la politique générale du gouvernement pour les 5 prochaines années, adossée à une doctrine et des principes de rupture systémique pour les 25 prochaines années. En cette année 2024, les Sénégalais ont montré à 2 reprises à la face du monde que nous sommes un grand peuple, une grande démocratie. Beaucoup ont douté, mais les Sénégalais dans leur majorité ne l'ont jamais fait. Nous avons regardé parce que nous sommes un grand peuple, animé d'une foi inébranlable et poursuivant un but commun par l'apport de tous. Et ce but, c'est la construction d'un grand pays qui compte dans le concert des nations. Alors, n'ayons pas peur de questionner nos certitudes. N'ayons pas surtout peur du changement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le 2 avril 2024, le Sénégal est en train de plein pied, grâce à la résilience de son peuple et à la détermination de sa jeunesse, dans une ère nouvelle de son histoire, l'ère d'une ambition restaurée, à la fois nationale et africaine, l'ère d'un projet commun taillé à la juste mesure des aspirations de notre peuple tout entier, l'ère enfin de la poursuite sincère d'une prospérité partagée par tous, loin des ressources pour quelques-uns. Cette ère nouvelle est une rupture, oui, en phase avec les orientations et l'exemple posé par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est choix à toute la nation sénégalaise de rompre de manière ferme et résolue avec certaines façons de penser et de voir notre cher pays, ainsi qu'un bon nombre de pratiques établies. Cela va sans dire, cette rupture impérieuse s'applique au premier chef au gouvernement d'alternative démocratique éclatante dont j'ai l'honneur et le redoutable privilège d'être le Premier ministre. Je viens dès lors partager avec vous les principes, l'ambition et les orientations stratégiques du nouveau gouvernement, afin que nul n'ignore ce que nous voulons faire pour le Sénégal et comment nous le ferons. Le peuple sénégalais a voté de façon nette et massive pour le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour bâtir ce Sénégal du projet, il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays. Jamais vue depuis notre accession à l'indépendance il y a 64 ans. En partant de la courbe plongeante de notre histoire. Le Sénégal d'hier, un pays modèle dans une Afrique conquérante, partie intégrante des grands empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest du XIIe siècle à l'arrivée des premières puissances coloniales. Un pays de résistants, dont les populations ont su maintenir leur dignité, leur culture et leurs principes forts de savoir-être aux heures les plus sombres des razzias et de la colonisation, y compris au prix du sang et du sacrifice anonyme de leur vie. Ce fut le cas lors de ce grave mardi de Nder, où les femmes sénégalaises, par dizaines, ont préféré la mort à l'esclavage et au déshonneur. Ou ce jour tristement célèbre du 1er décembre 1944 à Thiaroye, où des hommes sénégalais, avec leurs frères africains, ont par dizaines préféré la mort à l'injustice et au déshonneur. Le Sénégal des indépendances,
un modèle en Afrique de stabilité de ses institutions, la qualité insigne de ses élites politiques, diplomatiques, administratives ou même sociales et culturelles. Et enfin, de façon plus profonde encore, sa mixité, le brassage de ses ethnies et religions et la force de son commun vouloir de vie commune. Le Sénégal d'aujourd'hui, un modèle en panne dans une Afrique sacrifiée, un modèle de développement arrêté. 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières, or, poisson, arachide, phosphate, zircon, pétrole et bientôt gaz, avec peu de valeur ajoutée, et important les produits finis. L'énorme déficit de la balance commerciale de l'ordre de 5 300 milliards en 2023, presque 30% du PIB, qui se creuse d'année en année, montre combien notre économie est aujourd'hui peu compétitive. Cela s'est traduit par une croissance trop faible et trop fragile. La croissance annuelle de moyenne de 1960 à 2023 a été seulement de 3,1%, face à une population qui a augmenté en moyenne de 2,7% par année. Le revenu réel par habitant n'a jamais décollé. Et les Sénégalais sont aujourd'hui quasiment au même niveau de revenus qu'au moment de l'indépendance, voire plus pauvres, si l'on tient compte de toutes les richesses qui s'expatrient avec les revenus des investissements des groupes étrangers. Cette situation s'est par ailleurs concentrée sur quelques zones du territoire, notamment le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Au final, la triste réalité des chiffres depuis l'indépendance montre que notre pays est enfermé dans un cercle vicieux de sous-développement et de pauvreté, avec des matières premières locales peu valorisées, un secteur privé national qui ne décolle pas, des filières peu compétitives, une croissance structurellement faible et fragile et un territoire national peu aménagé et pauvre. Un modèle social en crise aiguë, avec notamment une jeunesse désabusée, sans perspective dans son propre pays. Chaque année, le nombre d'emplois formels créés est très largement inférieur au nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail. Une justice où l'action de quelques-uns a fait perdre la confiance de presque tous. Une école où l'on désapprend souvent et où l'on déséduque encore plus. Un modèle démocratique fortement fragilisé qui a su rester debout grâce à la résilience des millions de Sénégalais, d'est en ouest, du nord au sud. Notre peuple, notre précieuse démocratie a vacillé, mais elle a tenu. Dieu merci. Hommage au peuple sénégalais, en particulier à sa jeunesse, pour la lutte qu'il a menée pour préserver ce modèle démocratique. Cette force vitale pour la résistance démocratique. Chers jeunes, chers concitoyens, nous devons désormais la mobiliser pour le développement du pays. Toutes ces régressions que je viens d'énumérer de notre pays s'illustrent de la manière la plus dramatique dans la situation que nous avons héritée du régime sortant. Je m'en vais vous faire en quelques lignes l'état des lieux et les mesures immédiates de redressement, puisque le programme ou les projections que je vous ferai plus tard ont déjà démarré depuis 8 mois. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les actes que le Président de la République a posés depuis sa prise de fonction manifestent clairement ce tournant que notre nation se doit de prendre pour restaurer le crédit de l'État et de l'administration publique devant le peuple, ainsi que pour redresser toutes les dérives précitées. En effet, dès sa prise de fonction, il a chargé le gouvernement de mettre en place un plan d'action d'urgence dans l'attente de l'adoption du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales. Dans ce cadre, le gouvernement a enregistré d'importantes réalisations au cours de ces 8 derniers mois qui ont balisé le chemin à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes. Nous nous sommes tout d'abord attaqués à la mère des batailles, à savoir l'établissement de la situation de référence des finances publiques, de l'état des lieux des contrats au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes. Bref, un Sénégal juste puisque transparent, au meilleur standard de la bonne gouvernance. À cet égard, nous ne pouvions pas nous imaginer un seul instant que le mal était si profond. L'audit des finances publiques sur la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 est à ce point particulièrement révélateur des dérives du précédent régime, avec notamment
les niveaux du déficit budgétaire et de la dette publique minorés. Cette situation a eu notamment comme conséquence la suspension des finances. DN Info, groupe WhatsApp 76 693 89 04, abonnement 16 ans, chaque fermement 16 ans, faut le moquer. Des financements attendus en 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le gel du programme économique et financier appuyé par le FMI. C'est le lieu une fois de plus de rendre hommage au président de la République qui a préféré sacrifier à cet exercice de transparence plutôt que de démarrer son magistère dans le mensonge. Il nous est également apparu indispensable dans l'environnement laxiste ayant prévalu durant le dernier régime de procéder à la revue de tous les contrats signés dans les secteurs stratégiques en vue de nous assurer de leur conformité à notre législation. Maximiser les retombées économiques et sociales pour notre pays et préserver les ressources pour les générations futures. Outre ces travaux, l'exigence de reddition des comptes a été étendue aux nombreux chantiers payés non achevés, les hôpitaux, les écoles et universités en construction, les maisons de la jeunesse et j'en passe. Aux soupçons de corruption, de surfacturation et de tournement dans des projets de sociétés d'État. Toujours dans ce registre, il a été procédé à l'audit des ressources humaines, trouvées sur place par les différents ministres à leur prise de fonction pour traquer tous les recrutements indus sous la forme de personnel contractuel. Pour donner une idée de l'ampleur des pratiques du régime précédent, le ministère en charge de la fonction publique a recensé environ 29 000 contractuels recrutés en marge de la réglementation. De même, pour marquer une rupture nette dans le sens de la bonne gouvernance, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont procédé à la déclaration de leur patrimoine dans les délais fixés. Enfin, de graves scandales ont été décelés dans la gestion foncière, qu'il s'agisse de l'occupation du domaine public maritime ou de l'accaparement de terres sans commune mesure par des privés et des sociétés civiles immobilières écrans, au niveau des lotissements des zones foncières, effectués notamment à Dakar, à Thiès, en particulier à Mbourkat. De manière plus grave et répréhensible, il est à noter de la prévarication et de la privatisation du patrimoine foncier et bâti de l'État. Pour rester dans ce registre de la bonne gouvernance, je voudrais également évoquer les avancées majeures enregistrées dans l'administration de la justice, dont le fonctionnement a été notablement instrumentalisé par le régime sortant. Une des réalisations majeures dans ce domaine au cours des 8 derniers mois a été l'organisation des assises de la justice avec la participation inclusive des citoyens. Les autres réalisations ou initiatives lancées ont trait à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période préélectorale. À cet effet, en plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies de quelque bord qu'elles se situent. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la vision d'un Sénégal souverain a été prise en charge dès la formation du gouvernement, avec notamment l'exigence de défendre en tout premier lieu les intérêts du Sénégal et de ne plus jamais nous laisser dicter notre conduite dans la gestion des affaires publiques et la défense du citoyen sénégalais. Elle en est pour preuve les positions ouvertement affichées par Monsieur le Président de la République dans les instances internationales, que ce soit à la tribune des Nations Unies, au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, au sommet des Jeux olympiques du développement durable, aux réunions de l'Organisation de la coopération islamique. Nous militons pour un rééquilibrage de la gouvernance mondiale et le respect des valeurs universelles de paix et de droits de l'homme, en particulier la fin du génocide à Gaza et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Au demeurant, au plan interne, la célébration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, a été l'occasion d'affirmer notre exigence de souveraineté dans l'établissement des faits
tronqué, maquillé et caché depuis 80 ans. Le non-renouvellement à l'expiration de son délai, le 17 novembre 2024, des accords de pêche qui lient le Sénégal et l'Union européenne marquent également notre volonté unilatérale de défendre les intérêts de notre pêche artisanale, de notre armement national et de notre industrie locale de pêche. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du fonds CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Chez le président de l'Assemblée nationale, honorable député, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le président de la République et suivi d'action. À l'issue du premier Conseil des ministres, avec sa lettre du 8 avril 2024, transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Jubal et du Jubbanti. Nous avons écouté et compris, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, la demande citoyenne pour une meilleure gouvernance du pays. Mais nous avons également accordé une priorité au cours des 8 derniers mois à la demande sociale des Sénégalais qui veulent une meilleure qualité de vie. À cet égard, nous nous sommes attaqués à la vie chère en mettant en place, dès le mois de juin 2024, dans un contexte de finances publiques en détresse, des mesures de réduction des prix de denrées de première nécessité. Concernant le coût du carburant et de l'électricité, les mesures utiles ont été prises pour le rétablissement de l'orthodoxie dans la passation des marchés d'approvisionnement en hydrocarbures et la diversification de leurs sources. S'agissant du cadre de vie des Sénégalais, notre gouvernement a engagé depuis le mois d'avril de fortes initiatives pour la gestion des inondations et les crues, pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés. Pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés de paiement dus par la SONAGED aux concessionnaires et pour l'organisation mensuelle d'une journée Setal Suñu Réew. S'agissant en particulier de la gestion des inondations et des crues, des sommes conséquentes ont été dégagées pour faire face, nous amenant à demander un audit du programme décennal de gestion des inondations et des programmes d'assainissement des 10 villes qui ont englouti respectivement 285 milliards de francs CFA et 77 milliards de francs CFA sans résultat tangible. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, dans le domaine de l'équité sociale, préoccupation prioritaire pour le gouvernement, nous nous sommes attelés à gérer l'impact des contraintes de finances publiques sur le paiement des bourses de sécurité familiale, avec l'appurement des arriérés prévus au cours du premier trimestre 2025. L'équité sociale s'est également manifestée sur tout le territoire national à chaque fois que des catastrophes naturelles ou des accidents sont remarqués par des appuis financiers et en nature, notamment à la suite des inondations, des crues des fleuves Sénégal et Gambie, des accidents routiers et j'en passe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, mon gouvernement a pris résolument en charge un maillon essentiel de notre développement économique et social au cours des 8 derniers mois, à savoir le capital humain, en particulier le secteur de l'éducation et de la formation. 2 conseils interministériels ont été consacrés à la préparation des examens au concours ainsi qu'à la rentrée scolaire. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de ces conseils, parmi lesquelles la résorption du déficit d'enseignants, l'élimination progressive des abris provisoires, la prise en charge de la problématique du défaut de pièces d'état civil des élèves, le paiement des primes et indemnités d'examen.
mon gouvernement se préoccupe fortement des taux d'échec élevés du CFE, 34,5%, au BFM, 26% et au baccalauréat, 49,5%. Cela signifie qu'une proportion significative de nos enfants quittent l'école sans diplôme correspondant à leur cycle scolaire. Nous devons y remédier. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le défi majeur en cours de prise en charge est la transformation systématique du secteur avec la mise en place imminente d'un comité de pilotage chargé de proposer au président de la République des mesures pertinentes. À cette fin, d'ores et déjà, les actions requises pour le rétablissement du calendrier universitaire et la pacification de l'espace universitaire ont été engagées. Les actions en direction de la jeunesse et de la promotion de la citoyenneté n'ont pas été en reste depuis avril 2024 avec l'organisation des vacances agricoles, le repositionnement du service civique et des volontariats au niveau de la primature pour plus d'impact et la systématisation du concept armée-nation dans tous les domaines d'activité appropriés. Dans le domaine du sport, nous avons soutenu les compétitions dans les disciplines phares et pris résolument en charge l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans le secteur de la santé, la préoccupation principale a été de garantir la continuité des services et la qualité de l'accueil dans les services hospitaliers, ainsi que de passer en revue le programme de construction d'hôpitaux qui souffre de beaucoup d'actes de mauvaise gestion et particulièrement de surfacturation énorme. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, notre gouvernement s'est appesanti également au cours de ces 8 derniers mois sur les problématiques d'approvisionnement en eau potable, les questions environnementales et les structures de transport. Concernant l'approvisionnement en eau potable, nous avons fermement engagé la résolution des insuffisances dans la gestion de l'hydraulique rurale et urbaine avec notamment des directives pour mettre un terme aux incongruences caractérisées de la traversée de zones rurales non desservies en eau potable par des canalisations d'eau destinées aux villes. Dans le domaine de l'environnement, mon gouvernement a pris des mesures fortes avec la suspension jusqu'au 30 juin 2027 des activités minières autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de 500 mètres. Dans le domaine des infrastructures physiques, mon gouvernement a réalisé un état des lieux des programmes et projets de construction d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Cet état des lieux a révélé certaines dérives et des intérêts sacrifiés de l'État du Sénégal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, tous ces rappels m'ont paru utiles pour prendre la mesure des immenses défis déjà relevés par le gouvernement en si peu de temps, mais aussi les obstacles majeurs à franchir pour un Sénégal prospère. Au cours de ces 8 mois, le principal handicap auquel a été confronté est l'héritage de la gestion d'un pays au milieu du gué, à l'image d'un bateau à bout de carburant dans une mer agitée. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un pouvoir n'a été transmis dans cet état. Il nous fallait à la fois déconstruire les mauvais choix, attelage et agencement, redresser les manquements et choix malencontreux et construire les fondations du nouveau projet. Ardue fut la tâche, ardue est toujours la tâche, ardue sera encore la tâche dans un contexte de fortes attentes de l'ensemble des agents économiques et des partenaires. Notre gouvernement a donc pris le pari de la transparence et de l'arbitrage entre les besoins multiformes et complexes. Nous avons ainsi les arrêts des 3 précédentes campagnes, 73 milliards de francs CFA. Et sur les autres engagements de l'intérieur, nous avons soutenu les entreprises publiques en difficulté dans l'attente de leur restructuration. Dakar Demdik, Air Sénégal, La Poste, SAPCO, etc. Nous avons aussi soutenu la campagne de production agricole 2024 en intrant subvention de 120 milliards. Nous avons également procédé en rapport avec les acteurs, notamment la CENIA, au relèvement du prix plancher d'achat des arachides pour le porter à 180 francs l'année dernière à 350 francs le kilogramme cette année. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, nous voilà à quelques encablures de la clôture de l'exercice budgétaire 2024, avec une loi de finances rectificative de vérité et de transparence. Gage de notre engagement de dire toujours la vérité à notre peuple, rien que la vérité et toute la vérité. Nous n'avons pas pu tout faire, nous n'avons pas pu tout satisfaire tout un chacun malgré notre extrême conscience de l'impact sur les opérateurs économiques
qui ont eu à contracter avec l'État avant l'arrivée au pouvoir de notre régime. Certains d'entre eux sont malheureusement, à tout le moins, co-auteurs avec l'État des dérives constatées, en acceptant d'exécuter des marchés par anticipation et quelquefois sans contrat. Nous évaluerons la situation de chacun et procéderons au paiement selon les moyens de l'État durant l'année 2025. Nous avons également lancé les audits fiscaux pour lutter contre la fraude fiscale et l'évitement fiscal. Cet exercice de construction, cet exercice de déconstruction, redressement et construction nécessite un dialogue social fécond. Dans ce cadre, sur les directives du président de la République, nous avons établi une situation de référence des revendications sociales que nous traiterons dès le début de l'année 2025, au travers de rencontres avec les organisations syndicales. Le maître mot sera un exercice de vérité et de responsabilité, en s'accordant sur ce qui est réaliste et supportable par l'État, de ce qui est hors de la portée des moyens publics, et donc à se sursoir jusqu'à meilleure fortune. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ça fait longtemps que j'ai été absent de l'Assemblée, et ça fait chaque semaine je siège à... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, ces 8 derniers mois ont été également consacrés à un Sénégal ancré dans des valeurs fortes, qu'elles soient culturelles ou religieuses. Dans le domaine de la culture, nous avons renforcé les acquis culturels et engagé des réflexions pour le renouveau culturel du pays. Nous avons également répondu à une vieille doléance des artistes en adoptant en octobre 2024 un décret sur la rémunération de la copie privée. Nous avons aussi préservé, en l'achetant, la bibliothèque de l'ancien président Léopold Sédar Senghor qui avait été mise aux enchères. Dans le domaine religieux, nous avons créé une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe. Nous avons également assuré le soutien habituel aux principales manifestations des conflits religieuses musulmanes et de l'Église catholique. Nous avons continué de magnifier la belle communion des différentes composantes religieuses de la nation dans la tolérance et le respect mutuel. Enfin, dans le domaine de la presse, mon gouvernement a procédé à la restructuration du secteur des médias avec le retour à l'orthodoxie en matière de déclaration d'activité et le respect des préconisations légales et réglementaires. Et ce bilan d'étape non exhaustif, j'ai essayé de vous en épargner puisqu'il était beaucoup plus long, nous amène à constater l'exigence de poser des ruptures fortes. Des ruptures à poser, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés. L'état des lieux dressé ci-dessus est particulièrement grave. Notre ambition de mettre le Sénégal sur une nouvelle trajectoire n'est pas compatible avec ces méthodes du passé. Là-dessus, nous avons reçu du peuple sénégalais un mandat clair. La rupture. Un changement profond de paradigme dans les politiques publiques s'impose, aussi bien dans le contenu que dans la méthode. Dans ce cadre, notre gouvernement a opté pour 7 ruptures majeures, dont les premières applications se sont traduites depuis le mois d'avril 2024 par des avancées concrètes et des réalisations tangibles. La première rupture, c'est le retour de l'ambition. C'est le retour de l'ambition. Nous sommes capables de nous développer et nous le ferons par nous-mêmes. L'histoire sur les 2 derniers siècles ferait d'exemples de nations qui ont su, en une à 2 générations, passer de la pauvreté absolue au développement, ou du tiers au premier monde, pour citer l'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew. Voilà l'ambition que nous avons pour notre pays. Pour cela, nous devons commencer par nous regarder autrement, pour croire en nous-mêmes. 3 siècles de traite, d'asservissement et de dépendance ont sournoisement diffusé un complexe du colonisé. Nous devons en sortir et inculquer aux enfants une culture de fierté et d'ambition. Nous devons en outre sortir de la défiance mutuelle et voir l'avenir en confiance. Nous devons avoir une confiance paisible, mais inébranlable, en nous-mêmes et au génie de notre peuple. Confiance en nos compétences locales pour penser notre développement. Confiance en notre secteur privé national dans le cadre d'un patriotisme économique réfléchi, stratégique et assumé, pour valoriser pleinement nos ressources locales et développer des moteurs de croissance endogènes et compétitifs.
La seconde rupture est celle du passage d'une logique d'urgence et de saupoudrage à court terme à une logique de vision et de planification à long terme. Si nous voulons être développés dans 1 à 2 générations, c'est maintenant qu'il faut définir ce que nous voulons devenir et commencer pas à pas, mandat après mandat, à poser les briques successives vers ce Sénégal de demain. Nos classes politiques ont pris l'habitude de faire miroiter des miracles d'ici la prochaine élection. Comme nous avons des élections tous les 2 à 5 ans, la vision et l'action sont focalisées sur le court terme et les trésors de ressources financières, humaines et de temps mobilisés de façon non coordonnée dans la recherche d'effets spectaculaires du jour au lendemain nous ont fatalement retombé, tel Sisyphe, au pied de la montagne, avec notre fardeau toujours plus lourd et nos forces toujours moins vives, de la vanité de nos efforts. Dès lors, en lieu et place d'une ambitieuse, construite progressivement et méthodiquement, nous voyons une ribambelle de projets, d'urgence parfois douteuses, qui poussent comme des champignons et évoluent au fil de l'actualité et des inaugurations sur catalogue. Au final, l'action publique se résume essentiellement à du saupoudrage. Elle mobilise le temps et l'énergie de nombreux acteurs. Elle coûte cher, mais a peu d'impact. Les citoyens n'en sont pas dupes. Même si les leviers d'action contre cette gabegie leur manquent, ne nous y trompons pas. En votant massivement pour le projet, c'est bien cette culture politicienne du saupoudrage de courte vue que les Sénégalais ont rejetée avec fracas. Ils savent que rien de solide pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants ne se fera sans une vision ambitieuse, une planification sérieuse et une exécution rigoureuse. Ainsi, une rupture avec cette culture. Notre gouvernement définira de façon précise le Sénégal que nous voulons pour demain, non pas en nous confinant à 2 ans, 5 ans ou la prochaine élection, mais armés d'une vision à 25 ans qui nous permette de nous attaquer de façon résolue aux batailles prioritaires pour sa mise en œuvre. Par ce moyen seulement, nous pourrons adopter des réponses sérieuses et durables aux aspirations des Sénégalais, en finalisant certaines et en initiant d'autres, en initiant d'autres et passant le témoin de génération en génération, en nous étant assurés que des fondements solides sont en place et les jalons posés. Pour chacune de ces batailles, notre gouvernement communiquera de façon honnête, transparente et responsable avec les citoyens. L'obsession de la prochaine élection, les pressions politiques du moment ne doivent pas dévier les actions sur le court terme et produire des effets dans la conduite de politique et de décisions qui exigent une vision à long terme. C'est maintenant qu'il faut redonner au plan son rôle et sa dimension djaïste au sens du président Mamadou Dia. Ainsi, l'agenda national de transformation, désormais unique référentiel de nos politiques publiques, élaboré en seulement 6 mois, entièrement par des compétences nationales, sera opérationnalisé à travers un master plan de 10 ans qui déterminera les choix de politique sectorielle et un plan d'action quinquennal qui encadre rigoureusement la programmation et l'exécution budgétaire. La troisième rupture est celle d'une logique de dépense à une logique de résultat. Le sentiment largement diffusé aujourd'hui, c'est que l'impact d'une activité se mesure au montant dépensé. Il y a toujours des inondations. Pourtant, nous avons dépensé des milliards. L'agriculture sénégalaise va mal, mais non. Regardez tout ce qu'on a dépensé en subventions et en machines. Cette culture apparaît dans toute l'ironie de sa splendeur lorsqu'on présente de 7 000 milliards comme une prouesse. Ce qui compte, ce n'est pas de dépenser des milliards, c'est de bien dépenser ces milliards. Ce n'est pas de dépenser des milliards, c'est de bien dépenser ces milliards. Pour changer dans les faits et pour le mieux la vie de chaque Sénégalais. Ainsi, notre gouvernement travaillera à réorienter notre administration vers une culture de résultats. Notre priorité, ce ne sera plus combien de milliards ont été dépensés, mais bien l'impact relatif de chaque franc dépensé. Nous allons bâtir un État sénégalais capable, avec moins, de faire mieux. Du reste, cette logique du résultat et de l'impact ne sera pas seulement valable pour les dépenses issues de nos ressources publiques,
et le sera tout autant pour les ressources issues de nos partenaires au développement. À cet effet, nous avons commencé à mettre en place un nouveau dispositif d'identification et de sélection des investissements publics, en évitant d'engager des opérations d'investissement que le secteur privé pourrait et devrait réaliser. Dans cette perspective, la politique de partenariat de type public-privé sera repensée pour corriger les déséquilibres et imperfections constatées au cours de la dernière décennie. Une attention particulière sera apportée aux communautaires en redéfinissant la politique de commande publique et en retenant partout des prises de référence. La qualité des ouvrages et les délais de livraison de la commande publique deviendront des normes que tout contractant devra respecter. Par-dessus tout, la transparence devra être de rigueur dans le choix des entreprises contractantes qui devront remplir toutes les exigences de qualification et d'expérience requises. La quatrième rupture est celle d'une logique de gestion partisane à une logique de participation citoyenne. Notre ambition pour le Sénégal ne peut réussir sans une adhésion durable des populations et sans la participation de tous à la construction commune d'un Sénégal nouveau. En votant pour le projet, les Sénégalais ont également rejeté cette façon de faire de la politique, où l'on proclame la main dans le cœur, la main sur le cœur, que la patrie viendra avant le parti, et où chaque acte posé démontre le contraire. Nous ne voulons plus d'une gestion du pays qui se résume à la gestion partisane d'une clientèle politique. Nous ne voulons plus d'un pays où les richesses sont accaparées par un clan. Nous voulons au contraire un pays où les ressources du pays sont gérées au profit de tous et où le mérite est plus important que l'appartenance familiale, ethnique ou politique. La cinquième rupture consacre le passage d'une gestion centralisée à outrance à une logique de gestion déconcentrée, une logique, disons, territorialisée. En effet, notre ambition pour le Sénégal ne pourra être réalisée sans une gestion plus proche des territoires. Faire reculer le centralisme au profit de la gestion de proximité. Notre action sera dès lors de procéder à de profondes réformes en matière de décentralisation, de fiscalité et de gestion budgétaire, entre autres, afin de libérer le potentiel de nos terroirs. Au sein de ces pôles, les villes épicentres seront au cœur de la nouvelle stratégie. Elles bénéficieront d'investissements conséquents en matière d'eau et d'assainissement, d'électrification, de gestion des déchets, d'infrastructures de transport et numérique, et j'en passe. Dans la même foulée, la décentralisation sera approfondie en renforçant les compétences, les capacités et les moyens financiers des collectivités territoriales. La charte de la déconcentration sera intégralement mise en œuvre afin de rapprocher l'administration des usagers du service public. La sixième rupture consiste à bannir la logique d'accaparement au profit d'une minorité, au profit d'une logique d'équité et de justice. La reddition des comptes, puisque c'est de là qu'il s'agit, ne doit plus être perçue comme une exception aux règles de gestion de la chose publique, mais plus comme un principe de transparence et une exigence de gouvernance. Nous nous inscrivons dans ce cadre, aussi bien pour l'audit de l'utilisation des fonds publics antérieurement que pour la gestion des affaires publiques durant les années de notre gouvernance. L'État veillera à ce que les structures de contrôle et les juridictions compétentes puissent exercer leurs missions respectives conformément aux lois et règlements, mais également en application des principes de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence. Nous mettrons ainsi en œuvre les conclusions des assises de la justice et en faire l'objet de consensus et poursuivrons les consultations et le dialogue pour bâtir un pacte social durable. Nul ne pourra désormais se prévaloir d'une proximité partisane pour accéder à des faveurs indues ou se protéger de sanctions méritées. Chaque talent national sera promis en ne tenant compte ni de son origine, ni de sa religion, ni de son appartenance partisane. La septième rupture implique le passage d'une administration bureaucratique à une administration moderne et performante. L'administration doit être le fer de lance de la conduite du changement auquel nous invite le chef de l'État. Elle sera plus attentive et orientée vers la satisfaction de l'usager. Le clientélisme y sera aboli, conformément à l'invite du chef de l'État aux agents de l'administration. Chaque agent de l'État, à quelque niveau qu'il soit, devra faire sien le nouveau paradigme d'une administration performante et moderne. À cet effet,
le gouvernement engagera les réformes idoines pour doter les services administratifs de capacités humaines qualifiées et motivées, ainsi que des moyens de fonctionnement liés, tout en amplifiant la lutte contre le gaspillage dans les dépenses courantes. La corruption et la concussion seront combattues sans faiblesse, en commençant par accélérer l'automatisation des procédures administratives. Nous avons déjà entrepris de bâtir une administration publique autour des principes de probité et d'intégrité, autour du Djoub, du Djoubel et du Djoubbanti. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, après vous avoir rappelé ces principes et après vous avoir dressé l'état des lieux, vous avez rappelé les 7 principes qui vont fonder notre logique de rupture. Nous allons faire quelques développements sur le cap 2025-2029. Les ruptures que je viens d'évoquer guideront notre stratégie opérationnelle pour les 5 prochaines années. Pour cela, notre premier devoir est de traduire la vision du chef d'État de façon concrète, pour qu'elle soit partagée et que chaque Sénégalais soit fier d'en parler, soit fier chaque jour d'y apporter sa pierre. D'abord, un Sénégal souverain sera une réalité tangible si nous nous en donnons les moyens en matière économique, énergétique, alimentaire, pharmaceutique, scientifique, technologique et sécuritaire. Un Sénégal juste repose sur une véritable paix sociale, une nation où règne la justice, l'équité, l'unité et la cohésion nationale. Un Sénégal prospère implique de tripler le revenu par habitant pour rejoindre la catégorie supérieure des pays à revenus intermédiaires. Et cette ambition sera réalisée grâce à une croissance annuelle minimale de 6,5% sur 25 ans qui transforme qualitativement la vie des populations. Croissance inclusive, s'entend, et une croissance endogène également. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'agenda national de transformation se décline en 4 axes, à savoir, premier axe, une compétitive. Deuxième axe, un capital humain de qualité et l'équité sociale. Troisième axe, un aménagement et un développement durable. Et enfin, quatrième axe, une bonne gouvernance et un engagement. Pour réussir ces axes, il y a des prérequis indispensables. Les conditions de succès de cette vision reposent sur des prérequis relatifs à la présence d'un État stratège, sachant anticiper les mutations, les politiques publiques. Ces prérequis ne sont toutefois pas des conditions suffisantes dans le cas des pays en développement comme le Sénégal, fortement dépendants des... Il faut impérativement résoudre cette problématique de dépendance. Sensiblement la mobilisation de ressources internes au travers de la politique fiscale, l'approfondissement du marché du crédit bancaire et du marché financier, mais surtout la promotion de mécanismes alternatifs de financement. Concernant la politique de relèvement sensible des recettes de l'État, la fiscalité, il ne faut pas que les Sénégalais en aient peur, parce qu'elle est la base et le soutien de toute action politique et de toute capacité à relever l'offre de biens et de services publics. La fiscalité est certainement le maillon le plus important de la politique budgétaire. Cependant, le Sénégal peine à mobiliser de manière optimale les recettes fiscales, principal instrument de financement souverain. Aujourd'hui, nous avons un taux de pression fiscale d'un peu moins de 18%, en deçà donc du ratio de 20% fixé par le critère de convergence sur le mois. Notre ambition est d'atteindre et de maintenir un taux de pression fiscale supérieur ou au moins égal à 20%, ce qui correspondrait à des recettes additionnelles de plusieurs centaines de milliards annuels. Ce résultat est largement reporté sur notre système fiscal et notre administration fiscale, et nos administrations fiscales et douanières qui l'exécutent sont purgées des tares qui plombent leur action. Il s'agit notamment de juguler le phénomène incontrôlé des niches fiscales avec son corollaire mal ou sous-évalué de perte de recettes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le cadre de l'ambitieuse réforme fiscale que je propose, mon gouvernement s'engage ici et maintenant à formuler et à mettre en œuvre des mesures fortes de rationalisation des dépenses fiscales afin de réduire progressivement l'impact des exonérations sur la mobilisation des recettes, tout en restaurant des marges budgétaires pour le financement de notre politique économique et sociale. Notre politique fiscale conciliera
le besoin de mobilisation des recettes fiscales à la politique de promotion des investissements dans le pays. Pour relever ce défi, le Sénégal procédera à l'évaluation d'impact économique et social des avantages fiscaux au-delà des évaluations budgétaires habituelles. Aujourd'hui, l'analyse des données sur les dépenses fiscales donne l'impression d'une générosité sans contrôle de l'État, pour des résultats dont l'efficacité n'est pas démontrée. Ces dépenses évaluées sur la période 2019-2022 s'élèvent à 2232 milliards de francs CFA. Cet exercice devrait être un instrument de pilotage permettant d'apprécier l'efficacité et l'efficience des dépenses fiscales. Ainsi, nous élargirons le périmètre de l'évaluation des dépenses fiscales, c'est-à-dire celui des mesures recensées et évaluées, à travers l'audit exhaustif de toutes les mesures tendant à baisser le poids de la fiscalité pour une activité économique ou une catégorie socio-professionnelle de citoyens contribuables. Une nouvelle matrice des mesures dérogatoires devra être dressée en fin décembre 2025. Le gouvernement travaillera également sur la rationalisation des exonérations relatives, premièrement à l'impôt sur les sociétés des cimenteries, l'impôt sur le revenu, notamment par une réactualisation du barème progressif, aux consommations de la taxe sociale des livraisons d'eau et d'électricité, pour ne viser que les consommateurs les plus défavorisés. Les nombreux fiscales conclus par le Sénégal seront également examinés. Au terme des divers recoupements, à ce jour, le Sénégal disposerait de 18 conventions fiscales bilatérales en vigueur. Cette politique est un véritable boulevard à la fraude et à l'évasion fiscale. C'est pourquoi, conformément aux directives du président de la République, nous procéderons au retrait du Sénégal de toute convention bilatérale avec un paradis fiscal et renégocierons les clauses défavorables des conventions conclues avec des États à fiscalité normale lorsque ces conventions nous sont défavorables. Nous lancerons le chantier de la rationalisation des mesures dérogatoires éparpillées dans plusieurs textes, le code minier, les zones franches industrielles, le régime d'entreprise France d'exportation, le code pétrolier, le code des télécommunications, le code des investissements, et le rapatriement dans un seul corpus, qui est le code général des impôts, qui sera un chantier prioritaire. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en plus des mesures, il sera procédé à une vaste réforme du code général des impôts en agissant inversement sur les taux et l'assiette d'imposition. Pour nous, et j'insiste, pour nous, élargir l'assiette fiscale tout en abaissant graduellement les taux d'imposition moyens est la stratégie appropriée pour parvenir à une fiscalité efficace et équitable. Faire payer moins à chaque Sénégalais, mais faire payer à tous les Sénégalais. Pour ce qui est de l'assiette, par exemple, la correcte fiscalisation de secteurs à fort potentiel, tels que l'immobilier, le foncier et l'informel, est un impératif budgétaire prioritaire. Par ailleurs, nous procéderons à la réinstauration du dispositif de contrôle et de taxation des appels entrants, supprimé en 2012, juste quelques mois après l'arrivée au pouvoir du précédent président de la République. Initialement, la taxation sur les appels entrants devait permettre à l'État d'engranger des recettes parafiscales de l'ordre de 50 milliards par année. Ce cadeau fiscal bien généreux ne se fondait sur aucun argument techniquement documenté et économiquement justifié, si ce n'est le respect d'engagement de campagne auprès du patronat étranger du secteur des télécommunications. Ce renoncement a fait perdre au Trésor public des centaines de milliards, minimum 600 milliards de 2012 à 2024. Mon gouvernement s'engage dès ce premier trimestre 2025 à remettre sur la table cette question. Une étude documentée impliquant toutes les parties prenantes, ministère en charge des télécommunications, ministère en charge des finances, ARTP, Direction générale des impôts et des domaines, opérateurs de téléphonie, associations de consuméristes, sera réalisée. Sur cette base, une nouvelle réglementation instituant un système de contrôle et de taxation des communications téléphoniques internationales entrant en République du Sénégal sera adoptée. Un accent sera consacré à la formation des administrations pour leur permettre de pouvoir faire face aux opérations complexes d'évasion, notamment les opérations transfrontalières, telles que les prix de transfert, les montages abusifs et autres, qui appauvrissent le pays de ressources précieuses pour le financement de son développement. Enfin, nous lutterons farouchement contre les pratiques permissives, corruptrices et dommageables à l'intérêt national, telles que celles consistant en des manipulations du Code général des impôts
pour y introduire des dispositions comme les remises gracieuses aux entreprises ou la procédure de l'arbitrage fiscal permettant au ministre chargé des Finances de renoncer à des recettes fiscales votées par l'Assemblée nationale au nom du peuple sénégalais. S'agissant de la douane, le système de douane de dédouanement du Sénégal est ad valorem, c'est-à-dire sur la valeur transactionnelle des marchandises. Il entre souvent en contradiction avec la volonté de l'État d'élaborer des politiques de soutien au pouvoir d'achat des populations qui nécessitent l'adoption de méthodes ad hoc. De méthodes ad hoc discutées avec les acteurs institutionnels et les opérateurs économiques pour arrêter un niveau de dédouanement qui satisfait cet impératif, d'où la nécessité d'une révision du code des douanes pour intégrer la possibilité légale d'adopter pour une liste limitative de produits considérés comme essentiels. Et cette liste sera fixée annuellement par arrêté du ministre en charge du budget, un système de dédouanement spécifique à l'importation. Sur le plan de la transparence dans les lieux d'exercice du pouvoir de l'agent public, il sera procédé à l'ouverture des espaces de travail, surtout dans les bureaux de dédouanement. En effet, les efforts consentis en matière de dématérialisation des procédures, au lieu de créer un environnement nouveau marqué par un traitement sans papier et sans usager, ont laissé des pratiques corruptogènes perdurer en l'absence d'une modification indispensable de l'espace de travail. Pourtant, un pays voisin comme la Gambie a adopté le système des open space pour les agents chargés du traitement et de la vérification des déclarations dans les bureaux de dédouanement. Les chantiers d'ambition en matière de digitalisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur vont être accompagnés d'une réforme des structures qui les portent, notamment les bureaux de dédouanement hérités de la colonisation et ne répondant plus aux exigences modernes du service à l'usager. Nous renforcerons le programme de modernisation de l'administration des douanes, le PROMAD, particulièrement dans ses aspects surveillance du territoire douanier et lutte contre la criminalité transnationale, l'environnement sécuritaire et la recrudescence des divers trafics justifient la montée en puissance d'une administration dont le champ d'action est la frontière. Il s'agit de digitaliser la surveillance douanière avec l'érection d'un centre de commande d'opération qui intègre les outils les plus modernes de suivi d'abord de l'action du service sur l'étendue du territoire, suivi des moyens humains et matériels pour l'efficience et la transparence, mais également des expéditions et autres prévisions pour éviter les détournements de destination préjudiciables au trésor public. Et enfin, avoir un regard permanent sur les points névralgiques de la frontière, avec des vidéosurveillances, l'utilisation de drones en appui à les unités avancées qui serviront également au partage de renseignements avec les autres forces de défense et de sécurité. Mon gouvernement fera le nécessaire pour mobiliser et mettre en place le financement nécessaire à cet ambitieux projet déjà ficelé. La rationalisation du train de vie de l'État constitue un autre pilier important du travail gouvernemental. Les dépenses relatives au train de vie de l'État représentent 2024 16% du PIB et 53% des dépenses totales de l'État. Ce qui laisse peu de marge pour la prise en charge des investissements publics. S'agissant de la masse salariale, il sera réalisé un audit du secteur public ainsi que du régime indemnitaire. Il y est recherché plus de performance, mais également plus de transparence et plus d'équité dans les recrutements, les promotions et les traitements salariaux. Toute proposition de recrutement de nouveaux personnels devra être accompagnée d'une fiche d'évaluation du besoin, en identifiant clairement la valeur ajoutée créée, considérant les ressources disponibles. Nous mettrons en œuvre dès 2026 un budget à base zéro, ce qui nous donnera l'occasion de traquer toutes les listes de gaspillage qui figurent année après année dans les dépenses courantes, sous la rubrique intitulée Service vote. Les possibilités des budgets programmes seront également étudiés. Dans la même veine, des organisationnels seront menés dans les différents services publics afin de analyser dans tous les domaines la structure et la structuration des administrations, agences et entreprises publiques et parapubliques. La mise en place d'un système de centralisation des achats de mobilier et des fournitures permettra de rationaliser la commande publique et de faire des économies substantielles tout en privilégiant systématiquement le mobilier national dans le choix. Les mesures de rationalisation des dépenses courantes s'accompagneront d'une amélioration de l'efficacité dans le choix et dans l'exécution des investissements publics. Désormais, l'inscription d'un projet d'investissement dans le budget devra préalablement et systématiquement passer par les processus de maturation et être présenté devant un comité de sélection des investissements publics
afin de nous assurer notamment de son alignement à la vision Sénégal 2050 et de sa soutenabilité budgétaire. Dans cette même veine, le potentiel national d'économie d'énergie, évalué à 28% des consommations énergétiques du pays, dont 36% pour le sous-secteur de l'électricité, 18% pour celui des hydrocarbures et 40% pour les combustibles de cuisson, sera exploité à fond pour les marges des subventions d'État et sur la consommation énergétique de l'administration. Ces marges évaluées à 15%. En plus des effets positifs induits sur le portefeuille des ménages et les capacités de la Sénélec, c'est-à-dire 320 gigawatts à moyen terme et 2587 gigawatts à long terme, et un écrêtement de la pointe du réseau électrique de 441 mégawatts. Ces réformes seront difficiles. Elles seront difficiles. Ces réformes seront difficiles. Mais elles constituent le socle de notre nouvelle gouvernance budgétaire et financière. Elles nous permettront de nous projeter dans une nouvelle trajectoire budgétaire qui alliera une consolidation progressive vers un déficit budgétaire de 3% dans un horizon d'au maximum 3 ans. Je rappelle que l'audit des finances publiques a révélé un déficit public de plus de 10% contre 4,7% initialement annoncé par le régime sortant. Donc d'aller vers un déficit budgétaire de 3% dans un horizon d'au maximum 3 ans et une prise en charge maîtrisée des investissements structurants et de soutien à la production, ainsi que des dépenses sociales et climato-sensibles. Conséquemment, l'encours actuel de la dette publique, qui a atteint des proportions difficilement soutenables, c'est-à-dire plus de 85% contre 74% initialement annoncé, devrait être ramené sous la barre des 70% au plus tard en 2029. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je demeure convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans investissement domestique en monnaie locale. Il ne peut pas y avoir de développement sans investissement domestique en monnaie locale. Mon gouvernement compte faire la promotion des mécanismes innovants de financement, le principal levier de mobilisation de ressources domestiques auprès des ménages, des entreprises financières et des investisseurs institutionnels. En ce qui concerne les ménages, la stratégie de mobilisation des financements nécessaires à l'exécution des programmes et projets, la stratégie nationale de développement 2025-2029, intégrera l'intérêt à susciter auprès des Sénégalais pour une participation financière à l'effort de transformation structurelle. À cet égard, un recours sera fait aux organismes de placement collectif de type conventionnel ou islamique, selon les préférences des épargnants sénégalais. Ces OPC pourront souscrire à des obligations et sukuk dits patriotes. Les gens ont parlé de diaspora bond, mais notre horizon, c'est de toucher tous les Sénégalais. C'est pourquoi il faudra migrer vers les patriotes bonds. Ces OPC donc pourront souscrire à des obligations et sukuk dits public ou par des sociétés de projets pour les grands travaux figurant dans le référentiel. Ils pourront souscrire à des actions de sociétés publiques ou parapubliques, soit dans le cadre de la constitution de leur capital social, de leur augmentation ou de l'ouverture de leur capital social. Ils pourront également souscrire au rachat d'une partie des actions détenues par des entités étrangères dans les sociétés de droit sénégalais dans le cadre de la politique de souveraineté nationale. Nous allons accompagner tout ça par des propositions de loi, parmi lesquelles une proposition de loi sur la souveraineté économique qui sera certainement très bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. Pour les personnes physiques disposant de capacités substantielles d'épargne et les entreprises sénégalaises désireuses de se positionner dans la participation au financement des grands travaux d'investissement, des opérations de souveraineté économique, telles que les rachats de parts étrangères, ou dans la souscription aux augmentations de capital et à la cession de parts de capital de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques, il leur sera offert la possibilité de participer
à des fonds d'investissement alternatifs. Concernant les investisseurs institutionnels publics nationaux, l'accent sera mis sur l'épargne longue qu'ils détiennent en la canalisant dans le financement des programmes de la stratégie nationale 2025-2029, financés sous la forme